Bienvenue dans cette nouvelle masterclass organisée par l'école 3IS. Je suis Éric Dunquian, professeur et programmateur de ces événements, initialement diffusés en simultané sur tous nos campus 3IS, Paris-Ouest, Bordeaux, Lyon et Nantes. Après une masterclass cinéma dédiée à l'imaginaire avec le réalisateur Thierry Poirot, où nous avons beaucoup parlé effets spéciaux, animation et décors fabriqués, nous avons souhaité vous présenter une autre approche d'un tournage de film, radicalement différente, avec le réalisateur Abel Ferry. Originaire de la Haute-Savoie, Abel Ferry possède un goût de la nature et de la montagne qui va peu à peu forger sa spécificité en tant que réalisateur et qui va servir de thème à cette masterclass, sa faculté à tourner en milieu naturel dit extrême. Avant de retracer sa carrière, nous avons demandé à Abel Ferry de nous raconter ses tout débuts en tant que réalisateur après ses études dans l'audiovisuel. Comment je vais faire pour être réalisateur, parce que j'avais pas envie de faire régisseur toute ma vie. Je voulais pas être dans un métier frustrant de voir les autres faire. J'aurais arrêté, j'aurais fait autre chose, je pense. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un autre court-métrage qui me permette de me faire connaître en tant que réalisateur. Et là, j'ai cogité et je me suis dit comment je peux faire. Donc, il fallait que je fasse quelque chose de provocateur, impertinent, super court, parce que mes courts-métrages que j'avais fait au sein de la fac, notamment un, c'était Marie, j'adorais Nikita ou Craig Freeman, donc c'est 17 minutes, 18 morts, plus d'un mort à la minute, c'était au flingue partout, tourné en Super 16, mais bon, c'était chouette, mais pour se vendre comme réalisateur, c'était pas très bien. Donc, je me dis, en pub, il faut que je trouve autre chose. D'où l'idée, après, de faire un court-métrage qui coûte pas très cher, tourné en 2-3 jours, ça pour essayer de trouver des comédiens le plus connus possible et puis que techniquement il y ait le moins de défauts possible dans le laps de temps que dure le court-métrage. Tes deux courts-métrages principaux que tu as fait à cette période-là, donc il y a Putain la vieille, il fallait pas l'énerver, une comédie avec Dominique Pinon, et après tu as fait un autre film qui s'appelle Le Bon, la Brute et les Zombies. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as pu réaliser ces films-là? Est-ce que c'était des films qui étaient produits? Est-ce que tu as été très encadré? Est-ce que ça a été long à monter? Et qu'est-ce que tu en as retiré concrètement? Putain la vieille, je l'ai écrit pour justement arriver à vivre du métier de réalisateur. Donc c'était vraiment conçu comme une bande démo. L'idée est venue de contacter Dominique Pinon parce que c'est un comédien connu. Ça aide forcément au casting, mais surtout quand on démarre, voilà, on n'est pas forcément affûté sur la direction d'acteur. Enfin, c'est toujours, ça peut être difficile. Donc plus l'acteur est bon, plus ça nous aide. Ça, moi, je pouvais, c'est en plus quelqu'un d'adorable. Je le connaissais pas. J'avais envoyé le scénar, j'avais réussi à trouver son adresse. Je lui envoie le scénar et il me répond oui. C'était aussi simple que ça. J'ai eu vraiment un coup de bol, je lui ai demandé et il était sensible à l'idée, on va dire, il trouvait le truc rigolo et puis surtout le fait que c'est que 2 ou 3 jours de tournage. Donc ça ne demandait pas un investissement pour lui énorme. Il habitait à Paris, on était à Paris. Donc c'était simple. Après j'avais trouvé une prod pour ça, mais qui était une jeune prod qui n'avait pas forcément beaucoup d'argent, qu'on a mis un petit peu. Moi j'en ai mis aussi. On a pris la pellicule périmée, on a tourné en 35 mm, mais elle était périmée. Mais bon, après, on s'est débrouillé. On faisait un test sensitométrique pour justement être sûr que ça soit correct. Le chef-op, pareil, c'était un jeune qui sortait de la Fémis, mais en lumière, que j'avais trouvé, dont j'aimais bien la lumière. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, avec aussi des jeunes qui connaissaient pas, qui démarraient aussi, à part les comédiens et les comédiennes. Tout se met en place, en fait, d'une certaine manière, avec des jeunes, en fait, qui utilisent vraiment ça comme une carte de visite. C'est ça. Après, c'est une carte de visite globale pour tout le monde. Ce que j'ai essayé de faire aussi sur Le Bon, la Brute et les Zombies, on avait essayé, là pour le coup, on avait un peu plus de budget, mais en fait, c'était Canal qui avait fait un appel d'offres. Donc moi, j'avais écrit, OK, c'est avec la prod, il me dit, tu devrais essayer pour Canal. Je dis, tu parles, ils n'ont pas pris Putain la vieille, je vois pas pourquoi ils prendraient celui-là, mais bon, j'ai quand même essayé. Au final, on a quand même été pris sur, je sais plus, 200... C'était assez original, c'était chouette. Et on a tourné à la Mer de Sable à un moment donné où bien sûr c'était pas ouvert, donc comme ça coûtait pas trop cher. Pareil, il y avait beaucoup de cascadeurs dans le film, mais du coup on a synchronisé avec un stage de fin de cascade pour des jeunes cascadeurs, pour comme ça ils aient une première expérience de tournage et nous on les avait pour gratos. Comme ça, voilà, c'était vraiment un truc très collaboratif. Alors on va progresser parce que tu as une carrière qui est riche, donc là on va aller à la prochaine marche parce que quand on retrouve ton nom sur un programme, alors entre guillemets professionnel, c'est-à-dire vraiment là en tant que réalisateur affirmé, c'est sur un programme de Canal+ à nouveau qui s'appelle Les Guignols de l'info, qui est un programme qui est très connu, qui n'existe plus maintenant, mais qui était quand même un programme phare à l'époque. Donc comment tu passes de ces courts-métrages aux Guignols de l'info, qui est l'une des émissions les plus connues en France à l'époque, c'est au début des années 2000? J'appelle le standard Canal, je peux pas faire plus simple. Alors, en disant voilà, comment on fait pour aller aux Guignols, et on me donne, je suis réalisateur, là, un peu au culot, et
on me donne les coordonnées de NPA Prod qui produisait les sketchs des Guignols. Et là, je sais plus comment je fais. J'ai réussi à trouver le nom d'une personne qui était responsable. J'ai dit que j'appelle de la part d'une assistante pour essayer de bloquer un peu le passage de la secrétaire. Je sais plus comment je m'étais dépatouillé pour ça. Et en fait, coup de bol, là pour le coup, un coup de chance, je pitch mon truc. Elle se marre en entendant putain la vieille, il faut pas l'énerver. Elle regarde le court-métrage et en fait, la patronne des Guignols, et du coup, elle dit bah oui, pourquoi pas, parce qu'elle voyait que mon court-métrage était un mélange de beaucoup de débrouille, puisqu'il y avait des effets spéciaux, mais fait en direct sur le tournage. Et coup de bol, j'appelais en mars. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est quand un réalisateur fait des sketchs pour les Guignols, il fait 4 sketchs d'un coup. C'est-à-dire qu'il est pris pendant 3 semaines, il y a 1 semaine de prépa, 4 jours pour faire 4 sketchs. Après, si on fait 2 jours pour faire un sketch, il nous reste 2 jours pour faire les 3 autres. Et 1 semaine de post-prod pour les 4 sketchs. Donc ça, c'est pendant toute l'année. Sauf en juin, à la fin de l'année, où le calendrier fait qu'il n'y a plus qu'un seul sketch à tourner. Et donc, c'est l'occasion, chaque année, de tester un nouveau réalisateur. Mais ça, je ne le savais pas du tout. J'ai appelé au bon moment. Ça doit être quand même assez compliqué, surtout sur une première expérience, de travailler avec des marionnettes. Donc, quelles étaient les contraintes que tu avais à travailler sur les Guignols ? Alors, la contrainte principale, forcément, voilà, ce sont les marionnettes qui, pour être pleinement fonctionnelles, nécessitent 2 personnes. C'est-à-dire il y a une personne qui fait les bras, les avant-bras, et une autre personne qui est derrière, en général, qui fait la tête. Alors qu'il bouge avec une main, il fait la tête, il la bouge et il fait la bouche, et avec l'autre main, il a une espèce de molette pour faire les yeux, les paupières et les yeux droite-gauche. Donc ça veut dire que déjà, on a un maximum de 20 manipulateurs avec nous. Donc on peut avoir 10 marionnettes fonctionnelles en même temps, mais au-delà de ça, ça veut dire que tout est surélevé, donc tous les gens sont debout et bougent comme ça, donc il y a des forêts de retours vidéo sur le sol, et en fait toutes les marionnettes, tout le monde bouge en levant les bras, comme ça on a un peu comme des cinglés, quoi. Ça doit être très précis, très découpé, parce que suivant la manière dont la caméra est placée, donc la manière dont le personnage doit vivre, c'est pas du tout pareil, c'est possible ou ce n'est pas possible. Comme par exemple, si on est en arrière-plan, on peut pas voir un personnage en entier, parce qu'il est cadré, les coudes sont troués, donc ça marche pas. Donc il faut un arrière-plan, soit c'est un personnage qui est debout, soit ils ont les mains dans le dos, soit il y a qu'une seule personne, donc il y a la marionnette devant lui. Enfin, il y a plein de contraintes. Et il faut s'imaginer qu'à chaque fois, il faut qu'on fasse en sorte que notre avant-plan bouche l'arrière-plan pour pas voir qu'il y a des trous, pour pas voir le sol, quoi. Mais voilà, c'est très rigoureux. Et le truc, je dirais, pour les Guignols, qui m'a appris d'ailleurs, où j'ai beaucoup appris par la suite, c'est quand on n'arrive pas à faire quand une séquence à découper est très complexe, il faut la surdécouper en plein de petits moments qui sont là beaucoup plus faciles à gérer parce qu'on est dans le cadre du plus gros plan, ou en tout cas, plutôt que de faire plusieurs actions mélangées, on en fait une par une, on la décompose. Et là, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple de gérer cette petite action en particulier. Et c'est ce qu'on fait avec les Guignols, des fois. Au lieu d'avoir un plan séquence très complexe, on a plein de petits plans qui permettent de dire la même chose. Et ça m'a aidé par la suite. Et donc après cette expérience des Guignols, tu vas réaliser aussi beaucoup de spots de publicité. Oui. Et qu'est-ce que la publicité t'a apporté dans ton apprentissage de métier de réalisateur ? Parce que tu es encore jeune réalisateur à ce moment-là, même si tu es déjà en train de recoller pas mal d'expérience. On voit que tu as quand même un discours assez technique et assez précis sur l'appréhension de la réalisation. Et donc, que t'apporte le monde de la publicité à ce moment-là ? Alors, je dirais que j'en ai fait une centaine des pubs, la moitié en France, la moitié à l'étranger. Techniquement parlant, moi, ce que ça m'a appris, c'est une forme de rigueur. Parce qu'une pub, en général, c'est 30 secondes, plus ou moins une image. Bon, ça veut dire que ça ne dépasse pas. Donc, quand je fais un découpage, moi, on me demande de faire un découpage à la demi-seconde près. C'est-à-dire que le plan là, il doit durer, le plan 14 par exemple, il doit durer 2 secondes, 2,5 secondes. Donc moi, quand je suis sur le tournage, j'ai mon chrono, je sais que le plan doit durer 2,5 secondes, et dans ce laps de temps, il faut que la phrase soit dite, il faut qu'il y ait un mouvement de caméra qui soit vraiment bien pointu pour tourner, pour que les infos arrivent au bon moment, pour que ça soit bien lisible, pour que le produit puisse être bien mis en valeur, et pour qu'on comprenne un peu le mouvement, que ça ne soit pas une bouillie visuelle. Et donc ça a été une mécanique d'optimisation d'image qui me sert encore, qui me sert tout le temps. C'est pour ça que j'adore faire la pub. Alors, on va maintenant voyager en 2009.
2009, c'est une date importante parce que c'est la date à laquelle tu passes au long métrage de cinéma avec ton premier long métrage qui s'appelle Vertige. Et donc Vertige, on le remarque sur cette affiche, recolle notre thème aussi, c'est-à-dire le tournage en milieu naturel extrême, parce que c'est un film de genre, c'est un film qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui décident de faire de l'escalade en Croatie. Donc ils se mettent une première fois en danger parce que déjà la voie d'escalade qu'ils empruntent est une voie fermée, donc ils l'empruntent quand même, ils mettent leur vie en danger à ce niveau-là. Et un deuxième danger arrive, ça de manière plus impromptue, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls en fait dans cet environnement. Mais est-ce que tu peux nous synthétiser comment tu as réussi à monter un tel projet ? Parce qu'on connaît la difficulté de faire du cinéma de genre en France. Donc comment un film comme Vertige a pu naître ? Alors, c'est né avant tout grâce à Canal+, grâce à Manuel Alduy, qui était à l'époque à Canal+, il est à France 2 maintenant, et il a voulu lancer ce qu'il appelait les French Frayeurs, c'est-à-dire des séries de films de genre français à petit budget, et donc plusieurs boîtes de prod, dont la boîte de prod du coup de Vertige, s'est engouffrée entre guillemets là-dedans pour essayer d'en faire plusieurs. Et pour Vertige, ils ont voulu faire un développement à l'américaine. C'est-à-dire qu'ils avaient d'abord fait développer une première version de scénario qui s'appelait même Solstice. C'est un tueur qui tuait pendant les solstices en montagne, où il y avait très peu de via ferrata, ou pas beaucoup. Et une fois qu'ils avaient fait cette version de scénario, ils se sont mis à la recherche d'un réalisateur. Ils en ont vu une dizaine et c'est moi qui avais gagné la partie parce que j'avais déjà fait des courts-métrages dans le genre. J'avais une expérience de tournage avec déjà pas mal de pubs à mon actif et du coup, mon côté savoyard. Voilà. En disant OK, et du coup, j'ai pas le vertige et je leur ai dit qu'on pouvait faire ça pour de vrai sur de vrais via ferrata et qu'il fallait développer le côté montagne. Parce que pour moi, le problème, c'est qu'on était dans un film qui était qui est toujours Vertige, assez conventionnel et assez classique dans le côté genre. Et je me suis dit, comment arriver à changer un peu, à se diversifier. Je me dis, mais il faut que j'utilise à mort la montagne, je la connais un peu. Mais ensuite, c'était le fait que ça se déroulait sur une via ferrata avec une passerelle. Je me suis dit, là, on a un côté spectaculaire qui fait qu'on peut se différencier des autres. Surtout qu'on a un très, très petit budget. Pour donner un ordre d'idée, en moyenne, les films français, c'est dans les 4 millions, ou un téléfilm, c'est dans les 2 millions. Nous, on avait 1,5 million pour faire le film. On n'avait vraiment pas grand-chose. Donc, je savais déjà que effets spéciaux, rien. Je n'allais pas en faire. Enfin, pas un fond vert, tout ça. Je me dis, il faut qu'on le fasse pour de vrai sur de vraies via ferrata. Et l'avantage, c'est qu'une via ferrata, donc, c'est une ligne de vie. C'est qu'on suit un câble qui s'appelle une ligne de vie, qui fait en général 1 kilomètre ou plus de long. Et on est attaché en permanence dessus. Donc, on peut avoir, tout en étant parfaitement sécurisé, des sensations un peu d'alpiniste de haut niveau. Donc ça, je savais que hormis la peur du vide, ça c'est complexe, mais si on n'a pas la peur du vide, on peut faire des images extrêmement spectaculaires, même en plan large, parce qu'on ne voit plus la ligne de vie. On l'ignore, l'œil ne la voit pas vraiment. Et alors que quand on est accroché, on risque rien et c'est plutôt sympa. Mais vu de l'extérieur, c'est plus compliqué. Donc je leur ai dit, voilà, il faut vraiment qu'on le fasse pour de vrai. Il ne faut pas de comédien qui ait peur du vide, parce que là, autrement, oui, c'est très compliqué. Donc c'est comme ça que j'ai gagné la compète de réalisateur. Tu n'avais pas eu de budget pour les effets spéciaux, mais si tu avais pu faire des effets spéciaux, tu l'aurais fait ou c'était vraiment un choix d'être vraiment en milieu naturel absolument ? Oui, alors il y a des effets spéciaux dans le film, ça paraît bizarre, mais il y a plus de 300 plans truqués, mais les plans truqués dans le film, c'est des fois effacer parfois le câble, ou alors surtout, parce qu'on a tourné en France, pas en Croatie, et enlever toute la pollution visuelle, c'est genre des maisons qui sont à l'arrière-plan, il y avait un pylône, voilà, pour essayer de rendre pour essayer de les isoler le plus possible, pour faire ce côté très sauvage. Donc les plans effets spéciaux sont surtout là-dessus. Non, moi ce que je voulais, c'est que ça soit fait en live pour de vrai, parce que c'était la plus-value du film, parce que je pense qu'il y a une sensation de vide. Il dit, il faut qu'on la vive. Sauf que la difficulté, c'est que moi, pour avoir... je connaissais ce lieu, parce que j'avais été aussi, c'est que c'est la plus grande concentration de via ferrata d'Europe. C'est à Ossois, c'est en Maurienne. Vous pouvez faire, la passerelle a été refaite, vous pouvez y aller, c'est super bien. La passerelle existe vraiment, elle fait 96 mètres et c'est vraiment un endroit que je trouve fantastique. C'est juste à côté de Modane, du coup c'est à 3 heures de Paris et c'est très très simple d'accès. Et l'avantage de ça, c'est qu'il y a des via ferrata avec 190 mètres de vide. Mais à l'image, en général, je divise moi par 2 ou par 3. C'est-à-dire pour avoir l'impression qu'il y ait en fait la sensation de vide.
moi qui n'ai pas le vertige, c'est dur à rendre. Donc je me suis dit, il faut que je commence moi un peu à sentir le vide, peut-être pour que ça puisse se transmettre à l'image, parce que je sais qu'il n'y a qu'une partie du vide qui va être transmise, entre guillemets, parce que quand on est sur des lieux comme ça, il y a le vent qui est avec nous, il y a la montagne, on sent la montagne, on la touche, physiquement, on a un rapport à la paroi qui n'est pas le même, on est un peu penché en arrière, il y a plein de sensations que je ne peux pas transmettre, moi, par le cinéma, autre que par un élément visuel et sonore. Donc, il faut que je compense. Donc, c'est pour ça qu'il faut que j'ai beaucoup de vide pour essayer d'avoir la sensation, une infime partie de la sensation qu'on peut avoir. Mais il faut envoyer les comédiens dans le vide. Parce qu'au début, les comédiens sont des comédiens. T'as peur du vide ? Oh non. Alors, non, là, ça va, c'est cool. Alors, on les a testés sur des murs d'escalade, là, ça allait. Mais après, je passe devant. Faut le faire, hein. Moi j'ai pas peur de vide, donc je passe devant. Je me rappelle, le test, il y avait un pont de singe, c'est-à-dire on a un cap pour les mains, un cap pour les pieds, un cap pour les mains, on est comme ça, donc je traverse, je fais mes 20 mètres avec les 190 mètres de vide comme ça, et après je prends ma caméra, je déclenche, je dis hop, maintenant c'est à vous. Donc là il passe, et alors là ça hurle, ça braille, ah putain, c'est quoi que tu nous fais faire, au secours. Mais bon, ils ont été bizutés, et après ça allait mieux. Forcément, on pense aux comédiens, on les voit en action, mais il y a aussi toute l'équipe du film qui a dû les accompagner sur ce tracé-là aussi, les assistants, etc. Mais l'intérêt, c'est que alors j'ai choisi ce lieu-là. En fait, la grosse complexité pour moi, pour les films en extérieur, c'est de savoir s'adapter à la nature. Il faut qu'on s'adapte à ce qu'elle nous offre. Ou alors on est un film américain et c'est le contraire. Voilà, on attend que la nature s'adapte à nous. Ou alors on recrée tout pour faire des conditions, pour faire en sorte qu'on recrée tout en studio et puis on fait comme on veut. Mais quand on n'a pas les budgets des films américains ou quand on veut une forme de réalisme, il faut s'adapter à ce qu'elle nous donne. Donc là, c'était trouver un endroit qui soit logistiquement simple, c'est-à-dire avec des accès possibles, avec mettre la caméra, genre il y a le camion peut s'arrêter, on peut sortir la caméra et faire un plan en longue focale très facilement, et on sait que plus loin, on a les comédiens qui sont sur la paroi. Mais c'est facile, on n'a pas besoin de faire des dépôts d'hélico, des choses de ce genre. Donc on adapte le scénario après. On trouve le lieu qui nous semble le plus adéquat, et après on réadapte le scénario pour être sûr que ça aux scènes d'action possibles dans ces lieux-là. C'est ce qu'on a fait avec Vertige. En tout cas, moi, si je voyais que comme ça pour arriver à s'adapter justement et à offrir le côté le plus spectaculaire possible sans que ça coûte trop cher. Quand on voit ces images, j'ai une question qui me vient aussi à l'esprit, parce qu'on a différents profils de réalisateurs qui existent, notamment dans le cinéma français avec les visions de cinéma d'auteur. Est-ce que tu dirais qu'il faut être un réalisateur très pointu techniquement pour arriver à mener à bien un tournage de cette ordre, de cette difficulté ? En tout cas, il faut aimer la technique un minimum, c'est sûr. Après, je pense que c'est à l'image de ce qu'aiment les Vertige, un peu à l'image des films que j'aime. Moi, j'aime bien les films. C'est sûr, j'ai une culture des films américains, James Cameron. Je suis avec biberonné avec Terminator, avec Aliens, donc des films où il y a forcément beaucoup de techniques, et du coup, je les ai décortiqués en long, en large, en travers. Donc, ça permet de cogiter, d'avoir une appréhension, en tout cas, de pouvoir bien dialoguer avec les chefs de poste. Parce que Vertige ne peut pas se faire sans les guides de haute montagne. C'est impossible. Parce que là, maintenant, on pourrait plus. Il n'y avait pas les drones, parce qu'on a tourné en 2009, il n'y avait pas de drone. Donc, il fallait qu'on se déporte de la paroi comme ça. Maintenant, on pourrait utiliser éventuellement un drone. Encore, ça ferait du bruit. Hein. Mais pour faire ce genre d'exercice, c'est une grande discussion avec les guides de haute montagne. Quand je casse la passerelle, je discute avec les guides en disant voilà, faudrait quand même la faire péter ta passerelle, machin. Il me dit bah ouais, mais attends, c'est gros le bordel, c'est attaché, les vis, c'est des vis de 1,50 m boulonnées dans la roche. Et du coup, je réfléchis avec eux, et du coup, le lendemain, je leur dis mais la passerelle, si je touche pas au grand câble porteur, qu'on construit une fausse passerelle en dessous, est-ce que ça marche? Je dis ah oui, bah dans ce cas-là, on la largue scène-là, on touche pas au câble porteur, on les efface plus tard en post-prod, et c'est comme ça qu'on a fait la scène. On a vraiment pété la passerelle, ils l'ont
l'ont vraiment démonté, sauf les câbles porteurs. Et du coup, c'est vraiment une discussion avec les techniciens. Et ça, c'est vrai qu'il faut pas... comment je pourrais dire, il faut aimer un minimum la technique. Après, pour justement les convaincre et leur proposer des solutions ou des pistes de réflexion, en tout cas. De manière un peu plus prosaïque aussi, parce qu'un tournage, c'est une aventure humaine, et puis il faut aussi gérer la fatigue et puis le moral des troupes. Est-ce que tu as eu des difficultés à gérer on va dire, le confort de l'équipe sur le tournage? Alors, c'est pas directement lié à la réalisation, mais en même temps, quand tu pousses tes comédiens et sans aucun doute ton équipe dans des endroits où j'imagine il y a du vent, où il fait froid, où c'est inconfortable, où c'est, j'imagine, un tournage qui est physiquement très difficile, est-ce que les gens craquent? Comment tu arrives à maintenir le moral à flot? Alors ça c'était super dur sur Vertige parce que on a tourné en septembre-octobre. Et donc c'est un film dont l'action est censée se dérouler l'été, avec donc comédien en short, en t-shirt. Et quand la scène de la passerelle, il fait -10. Parce qu'il y avait du vent, tout ça. Donc, et la grosse difficulté avec Maud, qui était la dernière à passer, elle était avec les jambes nues, enfin je veux dire en short. Elle avait des bas, forcément sur la passerelle, ses bas, elle file ses bas, donc ça se voit. Donc il faut que le guide de haute montagne commence à lui couper les bas, etc. Donc alors, c'est un grand moment pour le guide de haute montagne qui, accroché à la paroi, doit enlever les bas de la comédienne. Et elle doit rester, parce que la scène elle dure 6 minutes 30 de traversée, donc il faut attendre que tout le monde soit passé. Elle est comme ça dans le vide, accrochée avec des vents, et donc elle fait une traversée. Et pouf, elle tombe, faut l'emmener à l'hôpital en hypothermie. Donc ça, c'est pas génial. La pauvre, donc pendant ce temps-là, nous, on tourne des inserts. Hein, donc heureusement, elle était hyper courageuse parce que c'est elle qui fait toutes les cascades. Donc ça, elle y va à fond. Mais il y a ce genre de problème. Alors ça, effectivement... ce qui est bizarrement, les appréhensions du vide ont été totalement balayées par le froid. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il faut en prendre un autre encore pire, et là, ça va corriger le tir. Mais je pense qu'ils ont tous eu froid. Les scènes de nuit sous la pluie, on tournait fin octobre à Font-Romeu, parce qu'on a une aide, pas de Rhône-Alpes, mais de la région Languedoc-Roussillon. Et donc, là, il y a des scènes de nuit sous la pluie où l'eau, elle est à 2 degrés. Enfin, je veux dire, il y a du givre, il gèle, quoi. Je veux dire, je vois les plaques de glace, quoi. Puis tout d'un coup, la douche sur eux, donc les bourres de Fervex le soir pour éviter que le lendemain matin, ils aient une énorme toux. Donc ouais, c'était super dur pour les comédiens. Là où j'ai fait un peu le roublard, c'était parce qu'il y avait Johan Libero, qui lui adorait le film, était à fond dedans. Donc, lui, il a poussé à ce qu'il y ait zéro trucage, rien, parce qu'il était hyper moteur, il faisait toutes les chutes. Quand il y a la chute dans le vide, là, qu'on a vu dans l'extrait au début, c'est lui qui chute vraiment. Alors, c'est un truc géré avec les guides de haute montagne, c'est un mousqueton qui tire pour qu'il tombe, mais la chute, elle est réelle. Et lui, il a poussé à fond pour que ça fasse ça. Donc, il y a eu une espèce de concours de fierté entre les comédiens, surtout après la passerelle, où Maud, du coup, elle est toute seule faire sa passerelle. Donc, tout le monde voulait sa cascade après, quelles que soient les conditions. Donc ça, j'ai essayé de profiter un maximum du, entre guillemets, concours d'ego entre les comédiens pour que chacun ait au moins sa cascade, son truc. Voilà, Fanny, il a eu sa tyrolienne à la fin. Voilà. Donc, ça a aidé, en fait. Voilà. On essayait là-dessus de pallier par rapport à ça. Et après, il y avait aussi les guides de haute montagne qui, eux, étaient exceptionnels. Sans eux, le film ne peut pas se faire. Parce qu'ils les ont rassurés, ils ont parlé aux comédiens. Il n'y avait pas de chef cascadeur. Il y avait un chorégraphe des combats pour le combat du film, mais le reste, c'est les guides de haute montagne. Une dernière question par rapport à Vertige, c'est une fois que le film a été terminé, quelle a été la réception du film et est-ce que ça a été porteur pour ta carrière ? Alors, ça a permis. Alors, le film a plutôt bien marché. C'était le film le plus rentable chez Gaumont en 2009. Ils avaient plus gagné d'argent avec Vertige qu'avec OSS 117 parce que même si on a fait 100 000 entrées salles, c'est surtout extrêmement bien vendu à l'international. J'ai fini le film le 13 mai. Le 14, il y a le Festival de Cannes avec le marché du film. Le 15, ils avaient remboursé le film. Donc pour ça, pour eux, c'était jackpot. Donc après, elle est sortie de salle un mois après. Pour eux, ils étaient très contents. Moi, j'ai pu refaire de la télé. Je voulais refaire du long métrage après dans le genre, mais j'ai pas réussi à choper le bon wagon, je dirais, parce que j'avais d'autres projets, mais ça n'a pas réussi. En pub, bien sûr, ça m'a pas du tout aidé. Bon, voilà, forcément, on fait un film de genre, là, on vous oublie en pub totalement. Mais j'ai pu refaire après de la télé.
Donc ça, au moins, ça a permis de rebondir et de refaire après d'autres films, mais dans le même créneau. Voilà. Du coup, j'ai été le spécialiste du marché de niche du film d'action en montagne avec 200 mètres de vide sous les pieds des comédiens et comédiennes. Nous, on te retrouve en 2014 à la réalisation donc, d'un autre film qui est un téléfilm. Cette fois, c'est un film qui a été produit pour France Télévisions, donc qui s'appelle Piège Blanc. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui se réunit à l'occasion d'un mariage, qui est bloqué dans une station en haute montagne. Il y a une tempête de neige et donc on va amorcer donc, le sauvetage de ce groupe. Donc on reconnaît des comédiens de télévision connus. Il y a Philippe Basse, il y a Astrid Veillon, il y a aussi André Manoukian. Donc comment tu as pu intégrer une production de cette envergure ? En fait, c'était un groupe qui s'appelait Zodiac, une production qui s'appelait GTV qui appartenait à Zodiac. Et au sein de ces productions, il y avait une jeune productrice qui aimait bien, qui avant bossé sur Canal et qui avait vu Vertige et qui aimait bien. Et il voulait essayer. La productrice principale de Piège Blanc adore la montagne. Elle habite à Chamonix. Elle s'est dit, tiens, elle avait un projet de film catastrophe en montagne. Et du coup, elle m'a fait venir. Après, la grosse difficulté qu'on a eue, la grosse différence, c'est qu'il fallait convaincre la télé. C'est-à-dire du fait de faire un film d'action en montagne. Parce que la montagne, ça marche très bien en télé, ils adorent. Mais dès qu'on veut dire film d'action, on dit non, il nous faut plutôt du thriller parce qu'on ne sait pas si l'action va marcher, parce qu'on n'a pas le budget des films américains. Donc il faut arriver à les convaincre. Et pour ça, il s'était arrivé à se dire que justement, il y a un mariage people et que justement, parmi les gens du mariage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu déstabiliser le mariage pour inquiéter le couple de mariés. Donc voilà, il y avait des intrigues secondaires. En général, c'est ça le truc télé, au niveau du scénar, pour arriver à faire en sorte de rassurer, je dirais, les conseillers ou conseillères de programme au moment du développement du film. Est-ce qu'il y a des grosses différences là, en termes de production, en termes de moyens, de temps mis à ta disposition entre ces deux univers ? Oui, alors pour donner Vertige, on avait 1,5 million, mais les gens étaient payés bien en dessous du tarif, donc on avait 35 jours en télé. En fait, une journée de tournage en moyenne, que ce soit en télé ou en long métrage, hors budget comédien, etc., c'est entre 30 et 35 000 euros. C'est à peu près 200 000 euros la semaine. Donc, dans le budget d'un téléfilm qui est entre 1,8 million et 2 millions, grosso modo, il faut qu'on ait entre 20 et 25 jours pour faire le film. Donc, il faut écrire pour que ça soit tournable entre 20 et 25 jours. Donc, il faut faire entre 3 et 4 minutes utiles par jour. C'est-à-dire, si des journées, vous faites 1 ou 2 minutes, il faut d'autres jours faire 7 minutes. Donc, il faut écrire en fonction de ce paramètre-là. C'est pour ça qu'en téléfilm, il y a très peu de voitures travelling parce que c'est long et compliqué à mettre en place. Il y a souvent beaucoup de scènes dans le commissariat parce que c'est simple à faire, parce que là, on peut avoir du minutage utile. Donc, il n'y a pas beaucoup de plans de coupe sur des décors extérieurs avec les comédiens parce que ça coûte cher pour ce que c'est. Et donc, voilà, ça, c'est une des grosses différences. L'autre grosse différence, qui était très frustrante pour moi, c'est, on est à la télé, il faut faire de l'audience, donc les premières scènes, il faut envoyer du pâté. Les dernières scènes, on s'en fout. Donc, moi, la dernière scène de nuit, là, on m'a dit, t'as qu'une journée parce que tu comprends, le public, il est déjà gagné, donc on s'en fout si c'est pas bien. Alors ça a piqué un peu. Donc, du coup, j'ai réussi à négocier. Au début, c'était 23 jours, une 24e journée, puis on a s'est débrouillé en faisant des gros plans pour récupérer, faire la dernière scène, soit le plus spectaculaire. Mais ça, c'est des contraintes très fortes. C'est-à-dire vraiment, il faut que les premières scènes, ça soit super fort tout de suite, pour gagner au maximum en audience et après faire en sorte que la courbe d'audience reste stable. Dans le téléfilm, il y a une séquence de bravoure qui est très impressionnante. C'est le sauvetage d'Astrid Veillon qui est bloquée dans une cabine téléphérique et puis qu'on tracte avec une tyrolienne. On va voir l'extrait en même temps que l'on parle. Est-ce que tu peux nous parler de cette séquence ? Comment a été tournée cette séquence ? Qu'elle est vraiment très très impressionnante à l'image. Alors en fait, initialement, ils sont dans un téléphérique, il faut les évacuer. Alors moi je me suis dit, il faut qu'on fasse la scène d'évacuation pour de vrai, comme d'habitude. Et donc là, discussion beaucoup pareil avec les guides de haute montagne pour dire voilà, comment on peut la faire. Donc le meilleur, parce que initialement il y avait même 6 personnes bloquées, mais c'était trop long, donc j'ai résumé à juste 2 personnes, donc Marie Crémer et Astrid Veillon. Et donc pour tourner cette scène-là, on me met dans le vide en premier.
Et en fait, oui, parce que comme ça, au moins, je sais qu'elles allaient suivre, de toute façon. Et donc, alors ça, c'était mon kiff aussi, parce que moi, je rêvais de ce genre de scène. Donc, je suis monté sur la cabine, sur le toit, j'ai grimpé sur l'échelle, on m'a accroché dans le vide. Donc, ça, j'étais content. J'ai pu avoir ma scène dans le vide avec les 600 mètres de vide. Ça, c'était un super trip. Mais on était à 20 mètres, là, du coup, de la station, de la gare haute. Et donc, voilà, là, par exemple, c'est moi qui cadre. C'est le seul prise. Je fais une prise en plan large, une prise face à elle en gros plan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une corde de 100 mètres où il y a un guide qui est à l'opposé, qui fait contrepoids et qui descend en même temps, qui descend le long d'une paroi et moi je suis accroché à ce guide-là. Il y en a un autre pour Astrid Veillon aussi. Et donc comme ça, les guides font contrepoids. C'est le plus simple, faire contrepoids et de descendre. Pendant que le guide descend, moi je suis tiré en arrière pendant qu'elle est tirée en avant. Après, donc je suis face à elle. Le truc, c'est que le guide me dit, enfin c'était Patrick Gillot, c'est avec qui j'avais fait Vertige. Il me dit bon, tu fais le plan large ou le gros plan? Je dis bah oui parce qu'ils vont le faire qu'une fois ça, parce que bien sûr. Je ne peux pas faire d'essai avant avec les comédiens et comédiennes parce que j'ai le téléphérique que 10 jours de dispo. Donc, on fait des tests avec les comédiens, comédiennes, avec les comédiens au ras du sol, on fait de la tyrolienne, tout ça. Je leur explique, moi, je leur montre plein d'images dans le vide. Les guides, eux, testent en direct pendant que nous, on tourne en bas. À d'autres moments, eux, ils testent les scènes. Mais il m'a dit, pour le tester avec les comédiennes, je peux le faire qu'en direct une fois. Donc j'ai dit bah non, je fais le gros plan avec elle, moi devant, tu vois. Donc puis après les autres me filmaient quand même en plan large avec moi dans l'image. Je dis bah si dans le pire des cas, s'il veut pas faire le plan large, bah je serai à l'im et ils m'effaceront, j'en sais rien, on se démerdera pour faire voilà tous ces plans là. Et en fait ils étaient cool parce qu'ils ont accepté de le faire une deuxième fois sans moi. Comme ça j'ai pu avoir mes plans larges malgré tout. Quand elle tombe là pareil, la chute est réelle. J'ai dit ok vous êtes prêts les filles, vous êtes prêtes, donc on lâche la corde, elle tombe et hop les guides clac resserrent la corde et donc elles se prennent un bon star, mais elles ont été hyper courageuses. Franchement, les deux filles, même pour Vertige, Maud, les filles sont en général beaucoup plus courageuses que les mecs. Hein. Franchement, elles ont fait ça sans trucage, sans rien. Elles ont fait la chute. On l'a fait une fois. On met 4 caméras et après on se débrouille. Après, il y a plein d'inserts. Vous voyez l'insert là ou les autres inserts, ça c'est moi qui les ai fait plus tard à Paris, dans juste des gros inserts de cordes, etc. Je me suis débrouillé pour illustrer la séquence, comme je disais avec les guignols, en faisant en sorte que l'action soit décortiquée en plus de plans possibles pour que chaque petit mouvement soit compréhensible. Mais dans ce genre de conditions, déjà, alors, les comédiennes étaient OK pour être elles savaient qu'ils étaient dans le vide, hein, il n'y a eu aucune tricherie, je suis avec elles. Donc ça, on a partagé un moment super fort ensemble. Et elles savent qu'elles font un truc qu'elles ne referont pas. Donc, elles avaient envie de faire ce truc-là, de se challenger, d'aller au bout d'elles-mêmes. Et là, elles l'ont fait. D'ailleurs, l'anecdote, c'est rigolo parce que Astrid, elle fait un trajet une première fois, puis ça merde, bien sûr, et puis hop, elle repart en arrière. Et quand elle repart en arrière, l'émotion était tellement forte qu'il y avait le guide de haute montagne qui gérait toute la cascade. Elle lui fout une baffe et elle l'embrasse. Voilà, elle a fait les deux en même temps. Donc, lui, ça lui a fait bizarre. Les guides de haute montagne, quand ils connaissent pas les comédiens, comédiennes, les tournages, je vous garantis qu'ils s'en souviennent en général. Et quelle a été la réception du téléfilm quand il a été diffusé en termes d'audience, etc. Est-ce que ça a été quelque chose de positif? Est-ce que les objectifs étaient atteints au niveau de la chaîne? Ah oui, c'était supérieur. On n'était pas premier, mais deuxième. On a super bien marché. Il a été rediffusé 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, il a super bien marché. Et c'était un film référence, même pour TF1, parce qu'ils voulaient leur piège blanc. C'est comme ça que je suis après arrivé sur Le Sceau du Diable. Parce qu'ils aimaient ce genre de film. Alors, quand tu parles du Sceau du Diable, donc c'est un autre téléfilm que tu vas faire dans un contexte de montagne pour TF1 cette fois, où là on retrouve donc ton comédien de Piège Blanc, donc Philippe Basse. On est plus sur le côté polar thriller, si je puis me permettre. C'est l'histoire donc d'un père et de sa fille. Ils font une randonnée en montagne, ils sont témoins d'un meurtre et donc ils vont être pris en chasse par les personnes qui sont derrière ce meurtre. Et donc effectivement, on est toujours dans des scènes d'action, mais il y a un côté un petit peu survival d'une certaine manière. Et on retrouve d'ailleurs l'ambiance de Vertige à certains moments. Quand je vois cet extrait, moi j'ai 2 questions à poser. Première, c'est quel dispositif de caméra a été utilisé? Donc ça, c'est la première chose. C'est vrai que c'est assez différent d'autres filmages que tu as utilisés dans tes films. Et l'autre question quand même qui me taraude, c'est comment la sécurité du comédien a été assurée, particulièrement sur le plan final. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Alors, déjà, comment c'est venu? Je me suis dit, voilà, pareil, on est à TF1, l'audience, machin, dit, bon, je sais, il faut que je démarre sur une scène d'intro qui soit assez impressionnante. Et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire? Je pose la question au guide de haute montagne, je dis, bah, attends, faut qu'il escalade un gros truc. Il me dit, bah, fais le monolithe. Parce que oui, je tourne au même endroit où j'ai tourné Vertige.
Parce que logistiquement, je sais que il y a plein de trucs autour, donc j'utilise mon expérience de vertige pour ça, donc avec les mêmes guides. Donc ils me disent, ok, donc alors, le monolithe de Sardière, c'est un menhir de 96 mètres planté comme ça au milieu de la montagne. On prend Philippe, on le tracte en haut, parce qu'il c'est pas un escaladeur, il est pas à l'aise en montagne. Donc alors quand la caméra elle est comme ça, quand on voit monter comme ça, en fait la caméra elle est au ras du sol, elle est penchée comme ça, donc il avance à 45 degrés, puis on repenche la caméra. Et il y a un endroit au milieu de monolithe, on savait qu'il pouvait faire un pas de 1 mètre à peu près. Donc là, on met la caméra sur un machinot ou un guide. La caméra, elle est pilotée à distance en bas. Donc ça, du coup, c'est le chef-op a des manivelles et peut cadrer. Et une fois que donc ça, c'est au milieu du parcours. Donc ça, je sais que je peux l'avoir filmé au milieu du parcours. Et autrement, quand on le voit en plan large, il y a des fois, c'est pas lui, c'est pas une doublure. Enfin, je prends le Philippe quand il grimpe la montagne, hop, on l'incruste un peu plus petit, un peu plus haut. Et pour le dernier plan, en fait, il y a 2 guides qui le tiennent. Enfin, on peut tenir, c'est grand comme la chaise à peu près, là-haut. Et il y a les guides sont juste en dessous de lui. Enfin, on peut grimper et se dresser. Ça, il l'a fait parce que je reconnais que c'est pas évident. Faut se dresser tout droit avec 96 mètres de vide et autour. Donc, il n'y avait pas trop de vent. Donc, ça marche. Donc, alors, effectivement, les assurances, tout le monde dit, mais les guides de haute montagne, je dis non, c'est comme si on sortait quelqu'un en montagne, il n'y a pas de problème. Il l'a déjà fait. On s'exerce avec lui avant. On l'a fait venir. On l'a tracté jusqu'en haut, justement, avec un treuil. Et une fois qu'il est haut, il a juste à faire les 2 pas. Et il est bien sûr assuré en permanence et on efface la corde. Et ça, moi, je suis dans le dernier plan, en fait. Je voulais que tous les plans de la montée soient que des plans fixes et qu'on ne devine pas le monolithe. On le voit qu'à la fin. Au début, on dit tiens, il grimpe une montagne classique et c'est seulement à la fin où on voit que c'est le monolithe. Et là, je voulais un plan en rotation, compliqué, mais interdiction du parc de la Vanoise parce que on devait le faire en drone. Non, parce que le drone va réveiller les marmottes et c'est pas possible, donc on veut pas. Donc j'envoie une lettre au ministère de l'écologie, on essaie au ministère de la culture, après on essaie de trouver un ballon, un dirigeable pour aller au-dessus. Non, ils veulent pas. Après, on essaie de descendre en parapente, de faire des essais en parapente, c'est-à-dire avec une caméra dessus, mais ça marche pas. Les guides nous disent ah ça y est, je crois que j'ai trouvé une idée, on va tendre un câble entre les 2 montagnes, faire un cable cam, plus de 5 000 €, la productrice elle blanchit. Au final, parce que dans le film il y a le PGHM joue un rôle, l'hélico du PGHM joue, donc je vais voir l'hélico du PGHM et quand je vois l'hélico je dis mais ton hélico là il peut aller dans le parc? Bah oui, c'est le seul hélico de France habilité à aller dans le parc. Je dis mais parce que si quelqu'un se casse la jambe dans le parc, tu dois y aller. Bah ouais, et s'il y a une caméra dans l'hélico à ce moment-là, ça te pose un problème. Dire bah non. Je dis ah. Donc là, j'ai vu une petite faille. Et donc, le plan, du coup, il grimpe. On a synchronisé le moment où il arrive en haut avec l'hélico du PGHM qui fait tout ce plan tournant. On a pu faire 3 prises. Voilà. Et j'avais l'hélico pendant 1 heure. Et l'anecdote veut qu'au bout de 48 minutes, j'ai un coup de fil. À la radio, on me dit Abel, vite, faut que tu redescendes parce que le directeur de prod s'est cassé la jambe. Je dis oui, arrête tes conneries, c'est bien. Non, il s'est vraiment cassé la jambe. C'est qu'en regardant l'hélico, il a glissé, il s'est cassé la jambe et l'hélico a descendu pour aller le récupérer, les jambes pétées et l'amener à l'hôpital. Voilà, c'était 3 minutes après ce plan-là. Moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur le final parce que le final montre une bataille là, que l'on voit un combat en rappel avec Philippe Basse et donc l'un de ses agresseurs avec sa fille qui est au sol. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as tourné cette scène qui est quand même très impressionnante à l'image? En fait, oui. Alors ça, c'est Philippe aussi. Il voulait d'une scène, d'un combat final, avec en plus, il était coproducteur. Donc là, il ramène un de ses amis qui travaille aussi à la BI, la brigade d'intervention, et donc qui était un cordiste très expérimenté. Et donc pour ça, il dit tiens, ce serait bien qu'on ait une scène d'action. En montagne, en rappel. Je dis ok, t'es gentil, mais comment on arrive à tourner ça dans le laps de temps très petit, parce que je vais avoir entre 1 et 2 jours pour faire toute la scène. Donc du coup, le seul moyen qu'on ait trouvé, c'est j'ai pareil utilisé la nature, voir qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le moyen d'accès pour faire cette scène. Donc on a tourné au même endroit où j'ai tourné Vertige, la scène pas du pied, en parallèle du piège à loup, on voit du coup Yann Libero et les autres qui tombent dans le vide. Donc c'est un endroit qui s'appelle le Rocher des Amoureux, c'est un rocher d'escalade, et donc ce qui est pratique, c'est que c'est vraiment, il est à côté de la route. Mes contraintes, c'est que il faut que je sois proche de la route. Il faut que les nacelles soient très accessibles pour tourner ça. Donc, du coup, j'ai orchestré en fonction des dispositifs dont j'avais à disposition la scène d'action. On l'a vraiment adapté en fonction des contraintes de tournage. Comme là, on voit la proximité avec la route.
Il n'y a que comme ça, autrement on ne peut pas le faire, je pense pas. Et on voit aussi dans les différents documents que tu nous as fournis ce que tu as déjà décrypté pour les Guignols, c'est-à-dire qu'il y a quelques plans, des inserts qui sont faits aussi avec des fonds de décor. Il y a des inserts comme ça qui s'intègrent dans la séquence. En fait, c'est un composite qui est assez complexe finalement. Oui, parce que j'ai refait après la scène en très gros plan. Et il faisait nuit, forcément, parce qu'on tournait en octobre-novembre. Donc à 17h, il fait nuit. Le problème, c'est que Le Sceau du Diable, comme Vertige, un film à 90% d'extérieur, on tourne à un moment donné où la nuit tombe à 16h30, 17h. Donc c'est très compliqué. Donc je fais des fois 1 ou 2 prises, pas plus. Et là, pour les gros plans, on était au ras du sol, mais vraiment, ils étaient physiquement par terre. Et là, on a le moment où il se fait racler contre la paroi. C'était une fausse paroi en polystyrène. Il tape dessus. Et pareil, les moments avec le couteau, ça c'est vraiment cadré en gros plan au ras du sol. Là. Pour réussir à s'en sortir dans tous ces plans et dans tous ces parti pris, parce que quelque part, c'est des réflexions derrière chaque élément. Est-ce que tu storyboardes précisément ce genre de séquence ? Alors, oui et non. C'est-à-dire que, oui, je storyboard la base. Après, je donne les storyboards là, c'était au chorégraphe des combats, au guide, etc., pour dire voilà ce que je fais. On en parle beaucoup avec aussi le chef-op. Et après, on essaie de s'y tenir au maximum. Après, je sais bien que je ne vais pas tenir mon storyboard à fond. Donc, après, je l'adapte en fonction de ce que m'offre la matière première, déjà, surtout des plans larges. Mais au moins, je sais que je peux facilement m'adapter parce que j'ai storyboardé avant. Parce que tout est préparé. Si je ne prépare pas le film avant, je ne peux pas. On ne peut pas installer des configs comme ça si on n'est pas un minimum prêt. Après, effectivement, la caméra, dans les positions initiales, après, en fonction de ce qu'offrent les comédiens, c'est ça que j'aime bien, c'est que des fois, il y a un truc, une espèce de magie, un truc qui fait qu'ils sont mieux d'une autre position. Je dis, ok, on change, c'est pas grave. Parce que c'était storyboardé avant et que je vois où est-ce qu'on peut en venir. Parce que j'ai déjà le film en tête. J'arrive, en fait, avec le storyboard, à me le... quand je prépare et quand je fais les storyboards, même parce que moi je dessine comme un enfant de CM1, un storyboard c'est un rond c'est Toto, vraiment les étudiants ont pu voir, franchement on peut pas faire pire que ça. Mais moi ça me suffit pour me mettre les images dans la tête. Donc après, je me fais le film dans le crâne, là, dans la tête, et je me dis, ok, c'est pas grave, ce plan-là, je l'enlève, je peux en mettre un autre, la caméra comme ça, j'arrive à faire le montage pour voir à peu près ce que ça donne. Il y a aussi en montage, je sais très bien qu'il y a des plans que je pourrais pas monter dans la longueur, parce que ça va être coupé, parce que ils sont pas parfaits. Donc je sais que j'ai besoin du montage pour bien le faire. Ça, c'est vraiment un truc d'équipe. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut vraiment que tous les acteurs, tous les chefs de poste ont vraiment une grosse importance. Et quelle a été la réception du Sceau du Diable ? Est-ce que c'est un téléfilm qui a fonctionné aussi dans ses objectifs ? Oui, alors là, pour le coup, ils ne s'attendaient pas. On a été premier des audiences. C'était la meilleure audience de l'année. Donc ça, oui, il a vraiment super bien marché. Il y a eu 31% de part de marché et 7 millions de spectateurs. Et c'était la plus grosse audience en unitaire télé de l'année. J'ai eu le trophée du film français, pour ça. J'aimerais qu'on termine donc ta carrière avec ton actualité récente, parce que tu as terminé le tournage de 2 épisodes de Section de recherche. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler donc de ces deux films, 2 téléfilms ? Alors, c'est 2 épisodes de 50 minutes qui sont collés ensemble, qui forment un unitaire, un téléfilm. Et donc ça, c'était grâce au Sceau du Diable. En fait, la productrice me contacte parce qu'il aimait bien la manière dont j'avais exploité la nature dans le Sceau du Diable. Et donc, Section de recherche étant une vieille série de TF1 qui a plus de 14 ans, parce que là, on m'a proposé les épisodes 166 et 167. Donc, je dis, je suis pas le premier. Donc, le truc, c'est que là, l'action, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le comédien principal incarné par Xavier Deluc, son personnage est en retraite à la fin des épisodes d'avant de mon tournage, et parce que normalement ça devait être la fin de la série. TF1 voulait arrêter cette série vieillissante en disant ok, on le met en retraite et c'est terminé. Il s'avère que la diffusion de cet épisode où il va en retraite a cartonné. Ils se sont dit on en refait au moins encore un, qui est un épisode un peu hors norme, et du coup ils ont été validés le fait que l'action se déroule à La Réunion. En fait, c'est les 4 acteurs emblématiques de la série se retrouvent à La Réunion en train de faire un trek, mais en tant que touriste. Et il y a, forcément, c'est des poissards, il y a un mort, et que, il faut reconstituer qui a tué, pourquoi, comment. Donc, c'est une espèce de Cluedo, de film comme à couteau tiré, pour essayer de redénouer, retisser l'enquête et d'arriver à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Donc, moi, on m'a pris aussi parce que il y avait une scène où il traverse une rivière, il y avait une rivière en crue. Donc, moi, j'ai transformé en séquence de canyoning de 3 minutes, puis une poursuite hélico
à la fin. Donc ça, j'en ai rajouté un peu là-dessus. Donc j'ai apporté ma patte en développant le côté en pleine nature, forcément. Mais là, contrainte, 20 jours de tournage, donc pas beaucoup. Une scène, une journée pour faire les 90 plans nécessaires pour faire tout le canyoning. Donc il faut installer 6 caméras, il faut pareil réadapter en fonction du lieu qu'on avait. C'est le canyon de Langevin, qui est un endroit qui est magique et magnifique. Donc là, il faut vraiment y aller une journée avant, tout repérer, refaire avec les comédiennes toutes les scènes, un peu le même principe qu'on a fait avant. Mais là, l'eau était chaude, enfin 14 degrés, donc là, c'était quand même plus supportable pour elle. Et pareil, scène en hélico, donc c'est pareil avec le PGHM. L'avantage, c'est que j'ai pu montrer un peu ce que j'avais fait avant, et c'était un peu plus simple, quelque part. Alors, maintenant, je me tourne vers la salle. Il y a un micro qui va passer parmi vous et bien donc on vous laisse la parole si vous avez des questions à poser à notre invité. Oui, bonsoir. Ma question, c'était comment est-ce que vous arrivez avec une entreprise de production qui va produire vos films, du coup, les convaincre de plutôt prendre le tournage sur un lieu qui est dangereux. Donc j'imagine que ça va être plus cher pour le transport des comédiens, pour tout ce qui est risque et assurance et compagnie, et pas de plutôt juste le truquer sur un fond vert ou par exemple sur ces écrans LED. C'est quoi la conversation que vous avez avec l'entreprise de production et comment est-ce que ça se passe généralement? Alors déjà, à l'époque, entre guillemets, les écrans LED, il n'y en avait pas. Alors après, donc ça voulait dire fond vert, mais le truc, c'est que fond vert, alors moi j'en ai fait, hein, j'ai plein de plans, même sur le Saut du Diable, il y a des fonds verts, mais on n'a pas ce réalisme-là. Et là où j'ai vendu le truc, c'est j'ai vendu en disant non, on a un réalisme maximum, et au contraire, les accès sont très simples. C'est-à-dire que là, vraiment, je faisais en sorte que les accès au Via Ferrata, par exemple, en 10 minutes, vraiment, on y a accès. À Ossois, c'est une station de ski l'hiver. Et vraiment, on prend la voiture, on peut aller en 5 minutes sur le décor. On peut tourner 3 à 4 minutes utiles par jour avec des décors naturels, avec les comédiens qui sont dans leur environnement. Donc, plutôt que d'avoir un budget de post-prod qui va exploser, parce qu'en fait, on va dire, OK, on va tout faire en post-prod. Puis au final, on va avoir 4 plans truqués, 3 cacahuètes. Et puis, ils vont être cadrés comme ça, avec un arrière-plan qui est un peu foireux parce que c'est jamais la bonne lumière et qu'on n'a pas les moyens des ricains. Et je me suis dit, ça va pas être terrible. Je préfère avoir peut-être 1 ou 2 fonds verts, mais ils sont super chiadés. Et plutôt que de prendre le risque d'être dans une post-prod catastrophique. Et puis là, au moins, on a une vraie sensation. Il y a un truc, les comédiens, ils vivent l'instant, quoi. Ils savent ce que c'est le vide. Ils arrivent à le ressentir. Donc, mais tout ça, ça marche parce que logistiquement, je trouve le bon décor. Il faut trouver le bon décor et adapter ton scénar. Autrement, ça marche pas. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de l'assurance des comédiens avec les guides de haute montagne. Vous n'avez pas parlé de l'assurance de la caméra. Quel lien vous entretenez, vous, avec la machinerie, surtout dans des conditions extrêmes comme ça? Comment vous entretenez avec eux? Ah, je m'en fous complètement. Alors, ils peuvent la pulvériser, je m'en fous, mais alors royalement, mais alors ce n'est pas du tout mon problème. D'ailleurs, j'amène moi-même aussi, genre là sur le section de recherche, j'ai acheté un Alpha 7. Franchement, si je l'éclatais, je l'éclatais. Hein. Je l'ai mis dans des endroits pas possibles, aucun problème. J'avais des GoPro aussi à moi hein, pour Piège Blanc, c'est pas grave. Si j'éclate une caméra parce que si le plan est bien, ça va, ça me dérange pas du tout. Après, en général, quand je dis ça, les assistants opérateurs, ils font gaffe et ils essaient de blinder un peu le truc. Donc, quand la passerelle tombe, il y a une caméra 35, on tournait en HD Vertige, mais il y avait une caméra 35 parce que pour tourner au ralenti, c'était pas évident. Donc là, elle était dans une crash box qu'on mettait tout en bas, par exemple. Et donc la passerelle s'est arrêtée au ras de la crash box. Non, j'essaye de pas la pulvériser pour le plaisir non plus. Hein. Je suis pas Michael Bay non plus. Hein. Merci pour vos partages. J'avais une question parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment, surtout dans nos générations, c'est par rapport à l'écologie. C'est comment on arrive à allier des tournages dans des milieux assez de parcs naturels protégés, tout en ayant un workflow de production assez productif. Comment on arrive à respecter ces lieux et ces environnements? Là, clairement, on a été tous sensibilisés à ça parce que là, pour le Saut du Diable, on était dans le parc de la Vanoise. D'ailleurs, pour Vertige aussi, on était au ras du parc de la Vanoise. Et je pense qu'à un moment donné, quand tout le monde est en montagne, je trouve tout le monde était à peu près sensibilisé à ça. T'as pas envie de déposer tes affaires, toi, de faire n'importe quoi. Vraiment, il y a un énorme... moi, je respecte vraiment la nature et je pense que naturellement, toute l'équipe était sensibilisée à ça. Par exemple, on a tourné aussi dans un château désaffecté, le Saut du Diable, où il y avait tout un plan séquence. Mais pareil, on a tout rendu nickel. On a vraiment fait très attention. Là, mais je pense que l'équipe...
Déjà, il y avait des guides de montagne qui faisaient gaffe, parce que là, c'est leur environnement, et ils travaillent tous les jours là. Donc, si on avait fait une connerie ou quoi, et franchement, ils auraient été les premiers à nous tomber dessus. Les machinaux électro qu'on avait choisis pour le Saut du Diable, c'était le chef machinot. C'était un vieux chef machinot. Il a commencé comme doublure de Brad Pitt sur 7 ans au Tibet. Donc, je vais te dire, c'est un grimpeur. Le mec, il adore la montagne. L'équipe partait en week-end en montagne. Donc, ils étaient tous des passionnés. Donc, là-dessus, l'empreinte écologique, elle était naturelle, je veux dire. On s'est vraiment posé aucune question. En plus, on était en plein Covid, je vais dire, avec les masques, tout ça. Donc, c'était... Non, puis on faisait très attention pour les voitures. On faisait le minimum de rotation. Enfin, non, là-dessus, c'était... je trouve que vraiment, on a vraiment fait gaffe. En plus, c'est pour ça que je tenais à tourner près d'Ossois, parce que c'était logistiquement, il y avait très peu de temps. Des fois, on allait à pied sur les décors. Donc, vraiment, je pense qu'on a été exemplaire là-dessus, quoi. Comme nous sommes face à des apprentis professionnels, il y a aussi dans cette salle beaucoup d'étudiants qui étudient la réalisation, l'écriture. Quels conseils tu pourrais leur donner pour les aider à démarrer dans nos métiers ? L'avantage de ce métier, je trouve, c'est qu'on arrive à connaître nos forces, nos faiblesses, on arrive à se connaître soi-même. Ça, c'est un truc, parce que quand vous êtes en tournage où vous ne pouvez pas tricher, vous êtes vous-même, vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre, c'est trop difficile avec la tension, la pression. Donc, essayez d'être en étant vous-même, vous voyez bien là où vous avez vos forces et vos faiblesses. Et là où vous êtes, je pense, le plus fort, c'est en essayant de trouver les ressources que vous n'avez pas en vous auprès des autres. Parce que c'est quand même un métier essentiellement collaboratif. Je sais écrire, mais eux, ils savent mieux que moi. Je sais cadrer, mais je sais qu'un cadreur cadrera mieux que moi parce qu'il va cadrer tous les jours mieux que moi. Il va passer son temps à cadrer 300 jours par an alors que moi, je vais le faire que 5% du temps. En revanche, il n'y a que vous qui savez comment raconter l'histoire. Ça, vous êtes le seul à savoir. Vous pouvez déléguer tout, mais pas ça. Donc après, l'idée, c'est de trouver ce bon équilibre en étant ultra collaboratif, surtout avec les scénaristes. Le mieux, je dirais, c'est que pour les réalisateurs, c'est que vous allez travailler avec des scénaristes et il faut surtout soit vous avez quelque chose à dire, donc dans ce cas vous le partagez avec les scénaristes parce que c'est hyper important que connaissent votre point de vue, soit vous n'avez pas de point de vue sur le monde ou sur les choses, ce qui n'est pas grave, mais dans ce cas-là vous adoptez celui des scénaristes, mais vous essayez pas de vous le récupérer pour vous. Essayez de collaborer en bonne intelligence avec eux et avec les techniciens ou les comédiens, vous verrez qu'ils vont vous le rendre au centuple. Le côté, c'est je veux m'accaparer de toutes les choses parce que je suis réalisateur. Je pense que ça, c'est la pire des configs. Je pense que vous n'arriverez pas à faire grand-chose avec ça. Essayez d'être dans la générosité. Je pense que ce sera, à mon sens, c'est le mieux et le plus constructif pour vous. Parce que c'est un métier qui abîme, mine de rien. Et il faut éviter qu'il vous abîme au maximum. Donc, je pense qu'il faut se protéger et être collaboratif en étant bienveillant avec les autres. Je pense que c'est la meilleure manière de se protéger. Et l'autre chose, je dirais, c'est profitez du tournage. Parce que ça va pas durer longtemps. Vous savez pas si vous pouvez rempiler. Et vraiment, profitez de chaque minute. Et si vous êtes de bonne humeur, si vous avez envie, si vous êtes passionné, ça va se transmettre. Moi, je suis convaincu que la passion que vous avez se transmet sur la pellicule d'une certaine manière, ou sur, même en vidéo, même en HD, ça va se transmettre parce que moi, je ressens les films, les téléfilms, ou quand un réalisateur ou un comédien pense à son carloge. Quand le réalisateur, je sens quand il pense à rentrer chez lui, qu'il pense à son chèque, moi je le ressens à force. Et je suis sûr qu'intuitivement, le spectateur le ressent aussi. Donc plus vous mettez vos tripes, votre engagement, plus ça va ressentir et je pense plus ça vous fera du bien, quoi. Merci beaucoup Abel, on peut t'applaudir bien fort. Et on vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine masterclass. Merci à tous, au revoir.